Bonjour à tous et merci d'être là si nombreux aujourd'hui dans cette belle clinique de Blagnac. Je suis Emmanuelle Potin, la déléguée générale de la Fondation Clariane. Et nous sommes donc ici à la clinique de Blagnac, dont la directrice Nadine Blatt est ici présente et que je remercie pour son hospitalité. Nadine, est-ce que vous pouvez nous dire un petit mot sur cette très belle clinique ? Merci Emmanuelle. Donc, je suis Nadine Blatt, la directrice de l'établissement. La clinique de Blagnac est un SMR, donc polyvalent, avec une orientation gériatrique et également une activité en système nerveux. Voilà. L'établissement a été ouvert en juin 2022. Nous avons 83 lits et donc 2 hôpitaux de jour, un polyvalent en orientation gériatrique et un donc pour l'accueil de patients post-AVC AIT en système nerveux. Donc je suis ravie d'accueillir la Fondation, de vous accueillir et de participer et de voir participer surtout une belle équipe, une coéquipe entre un apprenti et une aide-soignante de l'établissement qui vont vous parler de leur quotidien et de leur parcours. Donc c'est une belle opportunité de valoriser le travail du quotidien et en particulier des soignants. Voilà. Merci. Alors on sait maintenant où nous sommes. Qui est là aujourd'hui ? Eh bien, il y a des élèves aides-soignants, des élèves infirmiers, des professeurs, des professionnels du soin, des associations aussi qui nous accompagnent pour promouvoir les métiers. Et puis, nous avons aussi le plaisir d'accueillir Madame l'adjointe au maire de Blagnac, Madame Bougéja Fernandez, qui nous fait l'amitié d'être présente également. Donc, merci, parce que c'est un travail d'équipe, ce métier de soins. Aujourd'hui, on va parler de la transmission et de l'apprentissage. Donc, je ne vais rien déflorer parce qu'il va y avoir des super témoignages dans un instant. Je voulais juste vous dire un mot sur la Fondation Clariane. La Fondation Clariane, sa vocation, c'est aimer soigner. Et son action, en fait, elle est à la fois pour la santé des soignants, la prévention, et également pour la promotion des métiers du soin. Et c'est la raison pour laquelle on organise des événements dans toute la France comme aujourd'hui, pour échanger sur ces métiers, pour les faire connaître auprès de jeunes qui sont en classe de 3e, qui sont aussi ou bien au lycée, de manière à ce qu'ils se fassent une idée et qui peut-être un jour, ils deviennent nos collègues, vos collègues dans les équipes de soins. Et ça fait partie des missions de la Fondation Clariane. Et on a aussi, pour encore une fois donner un autre regard des métiers, créer un podcast. Et donc, vous pouvez rentrer en immersion en découvrant différents métiers du soin, ergothérapeute, kiné, aide-soignant, infirmier, médecin. Et en fait, vous avez des petits épisodes d'une vingtaine de minutes qui vous font rentrer dans la vie et dans la tête de ces métiers-là. Donc, ça s'appelle La Voix des soignants. Et je vous invite à l'écouter si vous avez envie d'explorer un peu d'autres dimensions des métiers du soin que vous connaissez déjà. Je voulais également, avant de céder la parole à notre maître de cérémonie, Monsieur Serge Guérin, le président du conseil scientifique de la Fondation Clariane, remercier Guillaume Gontard, qui est également membre du conseil scientifique de la Fondation et qui nous fait l'honneur d'être présent aujourd'hui comme grand témoin, puisque Guillaume Gontard est également lui-même aide-soignant et ancien président de la Fédération des associations d'aides-soignants de France, et donc nous livrera, après les échanges, sa lecture et le partage de son expérience. Donc, merci Guillaume pour ça. Très bonne table ronde à tous. Merci beaucoup Emmanuelle. On va démarrer cette conversation. C'est une conversation, donc c'est un échange totalement libre. On raconte ce qu'on veut, pas trop de bêtises, mais on raconte ce qu'on veut. On n'est pas, c'est ni une démarche commerciale, c'est ni, moi dans la vraie vie je suis prof, mais là c'est pas du tout cette histoire-là, c'est de raconter un peu ce qui se passe. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on a on a deux duos, on dit parfois binôme, duo, c'est joli aussi, voilà, qui à la fois chacun a une histoire individuelle particulière. Et puis il y a aussi quelque chose d'universel dans justement cette notion de transmission, cette notion d'apprentissage. Et ça, c'était cela qu'on avait envie de mettre en phase. Et avec Guillaume, on a aussi, après ce grand témoin,
Alors, il est déjà très grand, donc il peut être grand témoin, c'est facile pour lui. Voilà. Et ensuite, c'est de réagir pour aussi donner un petit peu de perspective. Mais vraiment, la question, c'est de l'échange. Et aussi, ce qui nous différencie avec beaucoup d'autres organisations, c'est qu'on cherche à ce que les personnes, j'allais dire les vraies personnes, les gens qui exercent les métiers dont on parle, puissent prendre la parole. C'est aussi ça, la différence. Et c'est aussi ça qui nous intéresse, avec des parcours différents, des chronologies d'origine différentes. Il y a des gens qui sont plus ou moins récents dans ce domaine-là. C'est joli de dire comme ça, hein, d'accord. Voilà. On va commencer par un truc tout bête. On va applaudir les personnes qui ont fait la restauration, puis on va tous s'applaudir, parce qu'après tout, 1, il faut être positif, 2, ça fait de l'exercice, et 3, on démarre par de l'optimisme. Donc on s'applaudit tous. Alors, voilà, voilà, hein. Merci madame. Et d'ailleurs, on peut aussi applaudir la ville de Blagnac parce que l'air de rien, vous nous avez raconté la construction, le projet, tout ça. C'est aussi, mais c'est normal, quand on parle de santé, on ne parle pas de santé sur la planète Mars. On parle de santé là où les gens vivent. Et donc, par exemple, dans une ville ou autour de la ville, ainsi de suite. J'ai appris d'ailleurs que Blagnac était une des rares villes où il y avait plus d'emplois que d'habitants. Et dans une période où le pays France a un énorme problème de désindustrialisation, c'était aussi important. Je trouve que ça donnait aussi du sens par rapport à tout cela. Mais les gens qui pilotent les avions, qui construisent les avions, ils sont comme les autres. Il peut leur arriver d'être pas bien, d'être malade. Donc c'est aussi important qu'il y ait justement d'autres personnes, des savoir-faire, des équipements et surtout des êtres humains pour s'en préoccuper. Et donc, bah tiens, on va rester sur cette histoire d'être humain. Alors ce que je vous propose, nos deux groupes, c'est de démarrer en disant... finalement, alors les uns, vous êtes depuis un bon moment dans le métier, d'autres, c'est beaucoup plus récent. Maëlle, c'est carrément tout récent. Voilà. C'est aussi, finalement, pourquoi vous êtes là? Pas là, mais pourquoi vous êtes là? Pourquoi vous avez choisi ces métiers-là? Question toute bateau. Je suis sûr qu'au moins une fois, dans vos familles, on vous l'a demandé, ou des amis vous les ont demandé, voire même peut-être plus d'une fois. Ouais. Alors, tiens, on commence avec vous. Ouais, comme ça. Pourquoi ce métier, finalement? Je crois que j'ai toujours aimé les gens. Depuis toute petite, j'ai toujours, comme on disait, à sauver la... comment je pourrais tourner? Excusez-moi, je perds mes mots. J'ai toujours été là pour l'autre. J'ai toujours écouté. Je viens d'une famille nombreuse. Ça aide aussi d'avoir une grande écoute quand on est seule fille au milieu de 5 garçons. Et j'ai toujours eu cette passion d'aider autrui. Voilà. Et en grandissant, on me disait, tu finiras ou dans le soin ou assistante sociale. Et les gens ne se sont pas trompés parce que je me suis dirigée vers les soins. Et ça fait 30 ans que je fais ça. Voilà. Alors, on retiendra, hein, aimer les gens, ce qui est quand même... Après tout, il y a des gens dont on sait qu'ils n'aiment pas les gens. Exactement. Et alors ceux-là, s'il y en a ici, surtout, partez. Faites autre chose. Parce qu'il y a des métiers super quand on n'aime pas les gens. Hein. Je sais pas, derrière un ordinateur. Enfin, on peut trouver des trucs. Voilà. Mais... Voilà. Et puis je pense que voilà, quand on a la vocation et qu'on aime ça, et puis... et qu'on trouve le métier où on est bien dedans, et je trouve que c'est hyper important. Et j'ai la chance de faire un métier que j'aime. Et ça fait 30 ans que je le fais. Voilà. Vous voyez, j'avais raison de vous faire applaudir. On applaudit les gens qui aiment les gens. C'est quand même pas mal. Alors, un exemple. Oui. Je me tourne. Ariane. Pareil. Même question. Pourquoi? Ouais. On s'échange. Oui. Alors moi... je connaissais pas du tout le soin il y a quelques temps, il y a 2 ans, on va dire, 2-3 ans. Je suis arrivé ici un peu par hasard. Ma copine, elle a fait la formation aide-soignante, elle a eu son diplôme. Je suivais les cours avec elle, alors que j'avais vraiment zéro rapport avec le soin. Je suis rentré ici à la clinique, j'ai fait la restauration et j'ai découvert que même en restauration, le peu de fois qu'on avait du temps avec les patients, je me rendais compte que j'aimais passer du temps avec eux, avec le sourire en plus, j'aimais prendre le temps avec eux. Et je me suis dit que là où j'étais en restauration, on n'en faisait pas trop, pas beaucoup avec les patients et je voulais en faire plus avec eux, les aider, toujours avec le sourire et voilà quoi. Pas mal. Il est rentré par amour, il est resté par passion, quoi. Il y a un truc comme ça. Ouais. C'est que le début. Donc, et c'est que le début. Attention, mesdames et messieurs. Voilà. Cindy, pareil. Écoutez, moi, à la base, j'aimais pas forcément les gens. Voilà. J'étais très timide, assez introvertie. On me disait souvent que j'étais pas sociable. Mes amis me le disaient aussi. Je suis arrivée dans une maison de retraite un peu par hasard aussi pendant mes études en tant qu'ASH.
Et en fait, les résidents de cette maison de retraite me faisaient me sentir bien, me faisaient découvrir des côtés que je ne connaissais pas en moi. Discuter avec eux, c'était un bonheur tous les jours. Donc après, j'ai arrêté donc, mes études à la fac et j'ai continué dans cette même maison de retraite. Et je suis passée dans le côté du soin et ça me plaisait énormément. Voilà, ça m'a fait évoluer en fait au niveau sociabilité. Et donc après, j'ai décidé de passer le concours à et de faire la formation pour pouvoir découvrir des services, de nouvelles façons de faire, d'avoir du savoir que je ne pouvais pas forcément avoir en maison de retraite. Et être diplômée et être reconnue pour ce que je faisais. D'accord. Donc, encore un autre regard. Enfin, vous dites que vous n'aimiez pas les gens, mais... Non, je plaisante à moitié. Vous racontez que voilà. finalement, j'étais plutôt introvertie voilà, et vous n'y alliez pas. Les résidents ont fait vous ont aidé en fait. Voilà, ils m'ont aidé à enfouir un peu ma timidité et aller plus vers les gens, à rechercher plus le contact humain. Très intéressant parce que ça montre aussi qu'on apprend, y compris avec les êtres humains que l'on croise, y compris avec des gens très fragiles, on pourrait dire très abîmés, très âgés, ainsi de suite. Et finalement, ces gens-là, ils vous ont permis aussi peut-être même d'avoir plus de confiance en vous, par exemple. Exactement. Et ça, c'est quand même pas rien. C'est pas rien. Merci beaucoup. Alors hop, on rechange avec Maëlle. Alors là, une autre histoire, évidemment plus courte, oui. Ce qui est assez normal. Mais vous, voilà, pareil, comment vous vous retrouvez là, quoi? Moi, au début, j'étais partie dans un bac pro pour travailler avec les enfants, mais ça m'avait toujours plu le service à la personne. Et donc, dans ma formation, il y a les personnes âgées qui sont donc obligatoires. Donc, j'ai été dans cette EHPAD un peu par obligation. Et c'est vrai qu'au début, j'appréhendais beaucoup parce que je ne connaissais pas du tout. Donc, j'avais des a priori un peu mauvais sur les maisons de retraite. Mais c'est vrai que finalement, ça me plaît beaucoup. Donc, c'est une très belle découverte. Ah ouais, merci beaucoup. Et vous voyez, c'est aussi, parfois on parle du hasard, on y entre par hasard, mais vous quatre, vous n'y êtes pas restés par hasard, quoi. C'est aussi parce qu'à un moment donné, vous y avez trouvé quelque chose. Alors lui, c'est parce qu'avec sa nana, il n'avait pas de choix, il fallait qu'il suive. Vous, c'est parce qu'à un moment donné, on découvre avec les vieux que finalement, ils vous valorisent. Vous, parce que vous avez toujours aimé les gens, donc c'était assistante sociale, ça. Et vous, au début, c'était plutôt les enfants, puis finalement, c'est aussi intéressant. Après, voilà, on est... là où on est, et là on parle beaucoup des gens âgés, mais ça pourrait être des gens touchés par tel ou tel handicap, touchés par telle ou telle maladie. La question, c'est d'accompagner les autres, quoi. Finalement, c'est autour de ça que l'on se retrouve. Alors, si on reste juste sur le métier, alors évidemment, vos expériences sont plus ou moins récentes, ou plus ou moins longues. S'il y avait comme ça quelque chose, je ne sais pas si à la fin d'un repas ou autre, on dit, mais qu'est-ce qui t'a laissé le plus de souvenirs? Quel est le moment qui t'a le plus marqué? Je ne sais pas, la famille qui vous demande, ou les copains, ou... Alors Cindy, vous répondriez quoi? Ou Yann d'abord, s'il préfère. Oui. Allez, tiens, Yann. Alors, j'ai pas eu un moment, moi, qui m'a marqué ce qui m'a donné envie, en fait. Ouais, ou depuis que vous êtes en activité, quelque chose, vous dites, ah là, quand même, où j'ai eu sacrément raison de faire ce job. Pour l'instant, j'ai pas eu trop de moments qui m'ont marqué vraiment, qui me disent ok, c'est ça que je veux faire. J'ai pas eu ce moment-là. C'est vraiment. Je suis dans la formation, je veux la faire, je veux la voir. Je sais que le métier m'intéresse beaucoup. J'ai pas eu encore de moments. Les moments qui me disent que je voulais aller plus loin à la place de rester en resto. C'est vraiment le fait de pas pouvoir faire beaucoup en fait en resto. C'est ça qui m'a fait. Avancer avoir envie de bouger, avoir envie d'aller faire cette formation. Ce métier. Ouais. Je dirais ça comme un moment. Bah oui, c'était un moment déclencheur. Quand on me disait qu'on n'a pas le temps de rester avec les patients, nous en tant que resto, on doit faire ci, on doit faire ça. C'est plus ça qui m'a donné envie de faire ce métier-là, parce qu'en fait c'était avec eux que je me sentais le mieux. C'est ça, quand je rentre le soir et j'ai des choses à raconter, c'est pas des choses.
C'est pas quand je suis en resto, c'est plus les La moments fourchette avec les était mal patients. placée, ou je sais pas quoi. Voilà. Voilà, Ça, c'est plus les moments avec les patients. Alors, on pourrait dire autrement, c'est qu'à aucun moment, depuis que vous avez débuté votre formation, vous regrettez. On pourrait le dire aussi Ah comme ça. non, je regrette Voilà. pas du tout. Non. Ouais, donc les moments, ça peut être ça aussi. Non, C'est justement, l'inverse. ça me donne envie d'aller Justement, plus loin. ça vous conforte. Ah oui, Ouais, c'est pas mal quand même. J'appréhendais quand même au début, je me suis dit, Oui. c'est quand même quelque chose ce métier, c'est quand même... tout le monde ne peut pas faire ça, tout le monde a fait des têtes bizarres à chaque fois qu'on parle de ce métier, c'est vraiment, il y a beaucoup de clichés et tout ça. Et je me suis dit, bon, peut-être qu'au final, ça va pas du tout me plaire, je vais être dégoûté ou quoi que ce soit, mais alors, pas du tout. Donc du coup... Bah ouais, ça c'est des moments. Et puis, il a aussi une autre originalité, comme vous avez pu le remarquer, c'est un garçon. Ouais. Dans un secteur où, d'ailleurs, il suffit de regarder là, c'est assez féminin. On parle de parité, là, c'est la parité inverse. Ah oui, hein, voilà, donc d'ailleurs, peut-être que vos copains, parfois, nous disent, bon, quand même... Ouais, non, mais mes potes, c'est vraiment pas du tout dans ça. Non, pas du tout. Donc, non, ça les a pas choqués plus que ça. Non, j'ai pas... Ça va quand même. Ok, ils sont pas non plus... Ouais. Non, quand même. Très bien. Ouais. Carole, pareil. Vous, ça fait un petit peu plus longtemps que vous êtes dans le secteur. Est-ce qu'il y a quelque chose, à un moment, vous vous êtes dit, qui a été très fort, quoi? J'ai pas de moment fort, puisqu'en 30 ans, voilà. Mais 30 ans de moments forts? non, il y a eu des moments bas, mais je peux dire que j'ai quand même 30 ans où j'ai jamais douté du métier que je voulais faire et qui est celui-là, quoi. Moi, quand j'arrive au travail le matin et que j'ai un sourire d'un résident, quand je pars le soir, je me dis, ok, c'est bon. T'as choisi la bonne voie et c'est fait pour toi. Voilà. Pas mal. Ouais. C'est quand même un luxe génial de pouvoir se dire, je me suis pas trompé, je suis dans quelque chose qui me va bien, je me sens bien, ça me valorise, je me sens utile. Ah, c'est quand même... Il n'y a pas des moments où vous doutez. Il y a quelques moments où vous doutez quand vous êtes face à des cas complexes ou des accompagnements qui sont compliqués. Oui, effectivement, il y a des fois, c'est plus dur que d'autres. Mais à aucun moment, je me suis dit, non, laisse tomber, c'est pas bon. Tu peux plus. Et ça fait 30 ans, j'espère que ça va durer un peu plus encore. Encore 30 ans. Ouais, je pense à la retraite un petit peu aussi. Mais non, j'ai jamais eu de doute. Honnêtement, en 30 ans, j'ai jamais eu de doute. Carole, tout à l'heure, avait utilisé le terme de vocation. Est-ce que vous trois, le mot vocation, est-ce qu'il vous convient ou pas? Est-ce que c'est un autre terme? Non, je trouve que c'est un terme un petit peu fort, personnellement. Voilà. Comme je disais tout à l'heure à mes collègues, pour moi, vocation, c'est presque un peu spirituel, quoi. Donc, j'ai pas envie de l'utiliser. Parce que pour moi, quand on dit vocation, j'ai l'impression que c'est quelque chose qui va rester toute la vie. Et je ne peux pas en être sûre non plus, même si, comme Carole, j'ai jamais douté du métier que je voulais faire. Maintenant, après, je pourrais toujours faire autre chose, peut-être qui sait, infirmière. Mais après, j'aime mon métier, ça j'en suis convaincue. Je ne vais jamais au travail à reculons le matin. Je pars toujours contente de ma journée en général le soir. Donc pour moi, c'est déjà un grand bonheur d'avoir un métier comme celui-ci. Voilà. Parce que c'est pas forcément le cas autour des gens les gens que je connais, etc. Donc c'est très satisfaisant dans une vie d'être heureux au travail. C'est vrai que ça joue. Et du coup, on est aussi on y va plus facilement aussi, quoi. Donc on fait aussi un meilleur boulot. Donc on rend les gens mieux et soi-même on se sent mieux. Donc c'est un peu un cercle vertueux. Alors pareil, est-ce que le mot vocation, il vous convient ou un autre terme? Alors je vais vous décevoir aussi, mais moi c'est pas une vocation de base, vu que je l'ai découvert par hasard. Moi de base je voulais me diriger vers l'art, vers le dessin, vers tout ça, sauf que ce soit mes parents ou des Sa amis, copine aussi. Voilà. Non, pas ma copine, mais que ce soit mes parents ou des amis ou dans ma famille, on m'a jamais trop poussé à aller dans l'art parce que tout le monde dit que il n'y a pas trop de débouchés, que c'est compliqué. Moi, j'ai toujours voulu aller dans une école d'art et les écoles d'art, c'est pas gratuit. Du coup, moi, c'est ce que j'aurais voulu faire. Là, du coup, à côté de la formation, là, le métier d'aide-soignant, ça, je me vois aller plus loin, ça c'est sûr. Mais du coup, l'art s'est passé en second plan, ça reste un loisir, le dessin, tout ça. Donc non, moi je pourrais pas parler de vocation. Alors, je sais pas si
plus tard ça peut venir. Je sais pas Mais si c'est ça pas grave, existe ou c'était quoi que ce soit. un terme qu'on utilisait, que vous avez utilisé. Mais, il y a d'autres mots, c'est pas gênant. Hein, c'est pas, on n'a pas un bon point parce qu'on a dit vocation. Non, je dirais que c'est une bonne découverte en tout cas. Je suis très content d'avoir découvert ça. Moi qui il y a quelques années m'intéressait pas du tout aux soins, ne connaissait pas du tout le soin. Vraiment le cliché de rentrer dans un hôpital, avoir l'odeur dans les couloirs, tout ça, l'atmosphère un petit peu. Et au final, non, ça se passe très 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 bien. Et voilà, je suis content. Vous voyez, c'est pas la vocation, mais tous les deux, vous avez dit je suis content, je suis heureux, ainsi de suite. C'est quand même pas mal. Hein. Voilà, et puis en vous écoutant, je me disais, mais après tout, à un moment ou à un autre, dans votre vie professionnelle, vous avez peut-être allié les deux. Parce que par exemple, il y a ce qu'on appelle l'art-thérapie. C'est aussi une manière de faire du bien avec le dessin, avec l'art. Donc peut-être qu'à un moment ou un autre dans votre parcours professionnel, les deux vont se rejoindre. Pourquoi pas pour l'instant je suis trop jeune, j'ai pas encore tout. Oui, le temps, mais évidemment. Il ne faut pas tout avoir tout de suite. Justement, c'est aussi ce que vous disiez aussi. On peut avoir envie de faire autre chose, complètement autre chose, ou aller vers d'autres métiers, type infirmière, tout ça. Donc tout ça n'est pas... Voilà, bien sûr. Maëlle, et vous, alors, le mot vocation est peut-être aussi un peu lourd. Oui, je ne peux pas vraiment parler de vocation parce que j'ai passé seulement 9 semaines dans un EHPAD. Mais ça reste un métier que je trouve très beau et qui pourrait me plaire. Pas mal aussi. Guillaume Gontard, on a écouté tout ça. Juste, de votre côté, comment ça s'est passé? On a parlé de vocation, mais vous, comment ça a démarré tout ça? Alors, moi, la notion de vocation, j'ai un peu du mal par rapport à cette notion parce que ça faisait appel à des anciennes façons de travailler où la qualité du travail n'y était pas, on travaillait de façon dégradée, les gens étaient mal payés, etc. Et ça vient de là, cette notion-là de vocation. Et il y a un général de l'armée qui a parlé de ça il n'y a pas longtemps, en parlant de vocation professionnelle chez les soldats. Et c'est vrai que chez les soldats, ce qu'on peut voir, parce que j'ai été militaire auparavant, il y a cette vocation dans l'idée où on prend la difficulté au quotidien. Voilà. Cette difficulté du quotidien, etc. Voilà. Après, moi, comment je suis venu dans le soin? Alors, c'est un moment de vérité, parce que quand on soigne, on se dit les choses comme on le ressent. Moi, je suis né dans une famille où il y avait la maladie. Mes parents sont morts de cancer quand j'étais très jeune. Et je pense que c'est ce qui m'a motivé aussi à faire ce travail-là, parce que j'ai toujours voulu aider les uns et les autres. Malgré cette idée-là, j'ai fait différents travaux à l'armée, dans la mécanique bateau, plein de choses qui ont montré que ces métiers-là ne me convenaient pas et qu'il y en avait un qui me convenait, c'était être soignant. Ça aurait pu être infirmier, ça aurait pu être autre. Mais comme on disait tout à l'heure, moi quand je vais travailler le matin, je me sens bien, j'ai pas de stress, je travaille en équipe, je suis très bien. Et avant tout, avant même de parler de vocation, il faut parler de bien-être aussi, parce qu'on peut pas se soigner si on n'est pas bien dans sa peau. Ça, c'est un travail permanent qu'il faut faire, et c'est la condition sine qua non, dans tous les cas. Voilà, c'est ce qui peut pousser à être un bon soignant, c'est déjà que vous êtes bien dans vos peaux, quoi, à l'intérieur de vous. Ouais. Ça, c'est important. Ouais. Voilà. Jolie formule, on ne soigne pas si on n'est soi-même pas bien, quoi. Voilà. Non, c'est sûr. Si on est malade, c'est compliqué de soigner un autre, déjà, de toute manière. Donc, ok, vous voyez, encore un autre parcours. Vous, c'est passé par les bateaux, par l'armée, ainsi de suite. Voilà. Et à un moment donné, vraiment, vous êtes rattrapé par, alors c'est pas une vocation, mais par quelque chose de très fort. Et encore une fois, tous, vous avez dit ça à un moment ou à un autre, vous partez le matin, content. Vous allez bosser, content. Ce qui est quand même, c'est peut-être ça, juste le signe. Hein. Après tout, ça fait 30 ans que vous êtes contente d'aller bosser, même quand c'est difficile. Ça fait un peu moins longtemps que Maëlle est contente d'y aller, mais pendant les 9 semaines, vous avez été contente de découvrir, de faire tout ça. C'est aussi parce qu'évidemment, vous aviez une tutrice de grand talent. Voilà. Et vous voyez, l'habile transition, nous allons donc maintenant parler du tutorat. Puisque c'était ça aussi, on s'était dit, on a utilisé le terme de compagnonnage, en disant finalement, vous savez, comme avant les métiers, on parlait des compagnons qui apprenaient auprès de quelqu'un. Souvent quelqu'un de plus ancien, on apprenait un tour de main si on était dans la cuisine, un tour de main si on était dans la construction, que sais-je encore. Et donc, il y avait cette notion de compagnonnage. D'une certaine manière, ça existe aussi dans les métiers du soin, à travers, alors à la fois les éléments juridiques, l'apprentissage, le droit à l'apprentissage, l'obligation de faire des stages quand on est à l'école, il y a tout ça. Donc ça, c'est des obligations, mais c'est aussi des ouvertures incroyables qui ont été créées par l'État. Et puis,
le fait aussi que dans ces métiers-là, il y a bien sûr une partie technique, et il ne faut pas du tout l'ignorer ni la minorer, mais en même temps, il y a quelque chose d'autre. On peut être je sais pas moi, un super technicien du dessin, on ne sera pas un artiste, par exemple, si on revient à ça. Et ben, on peut être un super technicien, mais si on n'a pas la fibre humaine, bah, finalement, on sera juste un technicien. On ne sera pas un soignant au sens de prendre soin de l'autre. Et donc, vous deux, le prendre soin, c'est évidemment prendre soin des patients, mais c'était aussi prendre soin de la personne que vous aviez en responsabilité comme tuteur. Carole, vous nous racontez en 2 mots comment ça se passe et finalement, pourquoi aussi vous avez choisi de le faire? Parce que vous n'étiez pas obligé. Non, ce n'était pas une obligation. Ça a été une demande de la part de ma directrice. J'ai toujours été... on nous a toujours guidés dans le sens où accompagner les nouvelles arrivantes. Et comme je ne vais pas trop mal me débrouiller, ma directrice m'a demandé si je voulais accompagner les stagiaires. Et c'est ce qui s'est passé avec Maëlle et une autre stagiaire qui est en bac pro, qui n'est pas là actuellement, qui s'appelle Maëva. Et j'ai saisi l'opportunité et voilà. C'est parti comme ça. D'accord. Qu'est-ce que ça vous a apporté finalement, à vous, égoïstement, on pourrait dire? Je ne saurais pas répondre maintenant à cette question. Non, non. C'est un ensemble. Oui, c'est un ensemble. Voilà. Parce que là aussi, vous avez un plaisir à le faire. Oui. Ouais. Et même une sorte de fierté? J'en tirais pas de la fierté. D'accord. Je suis pas assez imbu pour... Ouais. Oui, je pense pas, voilà. Vous êtes très modeste. Ouais. Mais en tout cas, il y a un plaisir aussi de transmettre, de voir aussi une jeune fille qui progresse. Et qui, en plus, vous me l'aviez dit quand on avait un peu préparé, c'est qu'en plus, vous étiez très contente parce que quand elle arrivait, les vieux, elle n'en avait pas envie. Voilà. Quand elle est partie... Exact. Oui. Maëlle, on l'a suivie sur 9 semaines et on a vu l'évolution. Et effectivement, elle connaissait très peu le milieu de la personne âgée. Elle avait des a priori comme tout le monde. Et à la fin du stage, quand on a vu l'évolution sur 9 semaines, et qu'on avait changé l'image de la structure, enfin de la maison de retraite surtout, de la personne âgée, je voudrais dire. Je pense qu'on était contents et puis on y a montré que le métier de soignant, c'était pas uniquement, excusez-moi le terme, mais comme souvent on emploie pour nous, la VDQ. C'est pas que ça. Voilà. Et de l'avoir fait changer de cet avis et voir autrement, et la vie qui se passait en établissement, parce que la maison de retraite, on y vient effectivement pour passer ses derniers jours, mais il n'y a pas que ça, ça vit une maison de retraite. Quand on a gagné, sur 9 semaines, on a vu que c'était gagné pour Maëlle, et bien c'est la plus grande satisfaction qu'on en a tirée. Génial, donc vous voyez, il y a quelque chose qui est de l'ordre quand même, peut-être que le mot fierté est trop fort, mais en tout cas d'une satisfaction, d'un plaisir supplémentaire. Il y a le métier, et il y a aussi transmettre le métier. Oui. Cindy, un peu la même question. Le pourquoi? C'est vous qui avez été volontaire, pareil, pour être tutrice? Oui, alors premièrement, c'est parce que je connaissais un petit peu Yann, forcément parce que je faisais de la vacation au sein même de la clinique avant d'être en poste, en CDI. Donc on avait déjà une petite complicité parce que je connais donc sa copine qui travaille aussi ici. Et après, vu que c'est le premier CDI de ma vie, en fait, j'avais peur de m'ennuyer. Alors je me suis dit, si j'ai un apprenti avec moi, je m'ennuierai jamais parce qu'il faudra sans cesse lui apprendre, qu'il m'apprenne, se remettre en question, avoir des débats permanents sur la formation, les techniques. Donc en fait, non, je suis partie du principe que je pourrais pas m'endormir avec un apprenti, quoi. Voilà, Yann, il m'en apprend tous les jours. Hein, j'espère que je lui en apprends tous les jours aussi. On se remet en question sur plein de choses ensemble, sur des nouvelles façons de faire que j'ai pas forcément appris à l'école. Enfin, voilà, c'est à peu près tout. Quand on l'avait préparé en échangeant là, en visio, vous aviez dit que même parfois le soir, vous alliez travailler pour chercher un élément pour pas être pris en défaut. Bah oui, parce que après, Google est notre ami aujourd'hui. Hein, on a tous notre téléphone dans la poche. Donc voilà, même avec Anne, quand on se pose des questions ou des définitions, parce que ça c'est pareil, on a beau recevoir toujours les mêmes profils de patients. Après, les pathologies spécifiques, il y en a de nouvelles tous les jours qu'on ne connaît pas ou qu'on ne se souvient pas. Les surveillances qu'il y a à faire chez un patient, tout ça. Donc en fait, on cherche en permanence, on recherche, on s'informe. Et ça, c'est très important de le faire, même quand on a 30 ans de carrière, on ne connaît jamais tout. Donc il ne faut pas s'endormir sur ses lauriers. Voilà. Et c'est ce que j'aime aussi, en fait. C'est que Yann, il me motive, en fait, dans
dans cette droiture du métier, en fait, que j'ai pas envie de perdre. Bravo Yann. C'est aussi parce que vous avez ce caractère-là qu'évidemment vous êtes mise dans cette situation-là. Mais c'est amusant quand vous disiez j'ai peur de m'ennuyer, donc vous créez d'autres choses. Oui, voilà. Est-ce qu'il y a aussi le plaisir tout simplement de transmettre? Est-ce que, oui, alors là sûr. vous connaissiez Yann Bien par sûr. sa copine et tout ça, mais il y avait aussi chez vous ce désir de transmettre des choses Oui, bien sûr, parce qu'après, voir évoluer un apprenti, voilà, Yann, quand il arrive en septembre et le Yann d'aujourd'hui, c'est pas du tout le même. Donc, je suis contente que grâce à moi et grâce à l'école, bien sûr aussi, il évolue au sein du métier. De l'autre côté, alors, évidemment, elles sont là. Mais Yann, pareil, le fait, vous connaissez un tout petit peu votre copine, le métier de restauration, puis à un moment, il vous dit, c'est vers là que j'ai envie d'aller parce qu'il y a ce lien. Mais du coup, vous auriez pu y aller sans tutrice ou pas? Ou en quoi ça aide votre démarche aujourd'hui? Alors, y aller sans tutrice, je sais pas. Franchement, non, je suis quelqu'un quand même de stressé quand même de base quand je connais pas. Non, il m'aurait fallu quand même une tutrice. Si c'est ça la question, oui, il me fallait quelqu'un pour apprendre le métier. Ensuite, c'était quoi la suite de la question? Qu'est-ce que, du coup, vous auriez pu par les livres, vous auriez pu par juste l'école et ainsi de suite, mais justement, vous aviez besoin, et tout être humain a besoin d'un autre être humain. Ah oui, voilà, non. vous êtes juste au résumé d'un être humain. Non, mais de le dire, voilà, d'expliquer un petit peu ça. C'était quoi la relation au-delà de la camaraderie, ainsi de suite? C'était à quel moment finalement Cindy était hyper utile? Elle était tout le temps hyper utile, mais à des moments, vous avez dit, waouh, heureusement qu'elle est là. Dès le début, ouais, tout le temps pour moi. Heureusement qu'elle est là parce que, en vrai, je pense que j'ai de la chance là d'être dans l'équipe dans laquelle je suis. Avec Cindy, ça se passe super bien. En fait, on peut tout se dire. En fait, elle peut me dire ce qui ne va pas. Je vais bien le prendre. Tout va très bien se passer. Je vais corriger. Je vais me poser des questions. Je vais faire en sorte que ça se passe bien et en fait non, heureusement qu'elle est là. Je pense que j'ai de la chance d'avoir Cindy en tant que tutrice. Enfin, moi en tout cas c'est ce que je dirais. Voilà, donc là elle est contente. Mais non, il y a Cindy du coup qui m'aide beaucoup. Mais il y a aussi l'équipe, que ce soit les infirmiers, que ce soit les autres aides-soignantes dans l'équipe. J'apprends de tout le monde, avec tout le monde en fait et c'est super. Voilà. Merci beaucoup. Bon, Maëlle, pareil. Alors, Carole est là, donc bien sûr. Mais au-delà de ça, vous arrivez, vous êtes jeune, vous êtes en seconde, vous arrivez dans un EHPAD, qui n'est quand même pas l'endroit où, quand on est en seconde, on a envie spontanément d'aller passer ses vacances. Voilà. Donc, vous retrouvez, pareil, la relation humaine. Je présume que vous êtes vu très très vite avec Carole, dès l'arrivée ou quelque chose comme ça. Voilà. Oui. Racontez-nous un petit peu comment, et finalement, pareil, la puissance de l'aide et de l'attention de l'autre, en l'occurrence de Carole. Et puis peut-être plus largement des équipes. Parce que je présume que ce n'est pas seulement une personne et que c'est plus large. Ouais. En fait, au final, heureusement qu'il y a Carole et du coup le reste de l'équipe. Parce que c'est eux qui m'ont tout appris, vu que je suis vraiment partie de zéro. Donc sans eux, je ne connaîtrais toujours pas. Oui, c'est vrai. Et est-ce que vous n'étiez pas intimidé, par exemple, pour poser des questions? C'est pas évident. C'est des gens plus âgés, c'est des gens avec en face des gens très très âgés. Et du coup, est-ce qu'on pose des questions? Est-ce qu'on ose poser des questions? Est-ce que la manière qu'a Carole, qui aime les gens, de vous entourer, fait que c'est facile de poser des questions du coup? Au tout début, c'était pas simple parce que de base, je suis assez réservée. Et donc, j'étais pas forcément à l'aise. Mais après, au fil du temps, j'ai réussi à poser des questions et à prendre mes aises. Génial. D'ailleurs, au début, elle n'était pas du tout à l'aise. Aujourd'hui, elle parle en public, avec des caméras, des micros. Donc ça prouve bien. Non, mais voilà, ça prouve aussi l'envie, la progression, et ainsi de suite. Et ça, c'est très fortement parce qu'il y a des êtres humains qui vous accompagnent. Alors, il y avait Carole, et je présume que d'autres... Voilà. Parce que l'EHPAD est aussi préparé à ça, à accueillir des stagiaires, et ainsi de suite. Ça, ouais. D'où aussi cette importance-là. C'est quoi la différence Ils sont pas là, vos profs, là? Non, j'ai aucun. Alors, je connais personne. c'est quoi la différence entre vos profs et Carole?
Alors là, Non, on ne peut pas je le dire. sais pas. Non. Non. D'accord. Peut-être que, Carole, en tout cas, vous pouviez poser des questions très facilement, avec une réponse, en plus, qui était une réponse très personnalisée. Parce que finalement, Oui. Carole était avec vous. Alors, vous disiez, Carole, qu'il y avait une deuxième personne au même moment. D'accord, ouais. Et donc, du coup, avec l'autre personne, qui était un peu plus âgée que vous, vous échangiez aussi, ou chacun était un peu dans son coin? Bah, au début, on ne s'est pas forcément en parler, mais après, bah, c'est vrai que, parce que j'ai pas forcément été avec elle aussi, mais c'est vrai qu'après, bah, on discutait et puis elle est un peu au même niveau que moi, donc on arrivait à bah, échanger sur tout ça et à se poser des questions aussi. D'accord. Merci beaucoup. Vous voyez, encore une fois, on est quand même sacrément dans le lien, dans le partage, dans l'écoute. Ah, c'est amusant parce que tous ces termes-là, c'est aussi des termes qui sont normalement naturels avec les patients. Et d'une certaine manière, est-ce que vos attitudes dans l'apprentissage ou comme tutrice, est-ce que finalement, c'est pas un peu la même chose que vos attitudes avec les patients? Non, je dirais pas ça parce qu'après, en fonction de chaque patient, j'ai l'impression que j'adopte une attitude différente parce que les personnalités sont différentes. Donc, il faut jouer des coudes en fait, tout simplement. Il faut être peut-être plus dans le théâtre avec certains, peut-être plus dans l'encadrement avec d'autres. Et avec Yann, des fois c'est compliqué hein, par rapport à notre camaraderie en fait, de rester sérieux. Mais en fait, je me suis dit, en fait, quand Yann sera avec moi, quand il débutera son apprentissage, je me jure d'être honnête avec lui, quitte à ce qu'on se chamaille un petit peu. Mais en fait, bon, Yann, quand même, il accepte tout ce que je lui dis, même si des fois, il a pu serrer les dents. Mais en fait, je me suis dit, c'est trop important que je lui dise... Enfin, il faut absolument que je lui dise la vérité sur l'évolution de sa formation, sur ses capacités, sur ses axes à améliorer, tout ça. Je me suis dit, il faut absolument que je sois franche avec lui parce que, en fait, demain, il sera soignant, Yann. Donc, voilà. J'ai oublié la question, non? Non, vous J'ai avez répondu raison, à la question. C'est pas faire des boîtes de petits pois, avec tout le respect qu'on peut avoir Voilà. pour les petits pois, bien sûr. Mais Voilà. là, c'est quand même des êtres humains qu'il y a derrière. Donc, Voilà. en effet, on peut... Alors, je sais, c'est dur ce que je vais vous dire, mais un jour, Yann va voler de ses propres ailes. Je sais. Je sais, voilà. Ne pleurez pas tout de suite. Mais il y aura peut-être une autre personne que vous allez tutorer, qui s'appellera... Il y a des chances d'ailleurs que ce soit une fille. Et du coup, après Yann, y a-t-il un avenir après Yann? Je sais pas. Non, mais écoutez, après, oui, pourquoi pas déjà être tutrice à nouveau d'une nouvelle personne. Et non, je le prendrai comme une expérience, une nouvelle expérience et allons-y gaiement, quoi. Non, j'y verrai pas d'inconvénient. D'accord. À vous deux, est-ce que ça a donné envie à d'autres collègues de faire pareil? Après, moi, j'ai une collègue qui a déjà été tutrice. Hein. Donc, je ne sais pas si elle a envie de le redevenir, mais je lui poserai la question. Ouais, d'accord. Et vous, Carole, J'ai une collègue, Gaëlle, qui est tutrice aussi. Mais après, sur les autres, non. Enfin, j'ai pas entendu qu'elle voulait ou... voilà. D'accord. Ça reste, mais après tout logique. Hein. C'est d'abord, tout le monde n'est pas fait pour ça. Voilà. Puis on n'a pas envie, et ainsi de suite. Voilà. Donc ça fait partie aussi de ce jeu. Alors, on s'était dit aussi, puisqu'on parle du compagnonnage, mais on parle aussi des jeunes, on parle aussi de l'entrée en formation. Et beaucoup, on l'a vu, toutes les études montrent que beaucoup de jeunes, ou de moins jeunes d'ailleurs, parce qu'il y a des gens qui arrivent à des âges plus avancés dans ces métiers-là et dans ces écoles, et il y a une proportion importante, même très importante, qui abandonne avant la fin de la formation. Yann, pourquoi? Enfin, d'abord, vous confirmez cela? Oui. Et est-ce que... et comment vous l'expliquez, vous? On est entre nous, hein, vous pouvez y aller. Oui, j'en ai déjà discuté pas mal avec enfin, pas mal, non, j'en ai déjà discuté avec les professeurs. Chaque année, c'est à peu près la même chose.
On nous a dit que, oui, les profs nous ont dit que les gens qui partaient, qui ne suivaient pas, qui finissaient pas la formation, avaient souvent des bonnes raisons, que ce soit familial ou que ce soit aussi des raisons comme, au final, ils se rendent compte que ça leur plaît pas. Alors c'est vrai que moi j'ai pris un cursus complet, donc je fais ça pendant 16 mois, je suis à la moitié. Ça part encore petit à petit, encore. Je pourrais pas donner toutes les raisons parce que moi je suis encore là, je suis pas parti. Donc, Mais quand vous discutez, y compris avec certains avec qui vous avez sympathisé et qui partent, je sais que c'est compliqué. Il y en a qui viennent de loin aussi pour la formation. Moi je suis à la Croix-Rouge, il y en a qui viennent de Montauban, il y en a qui viennent d'autre part, à 2 heures de route, qui prennent le train. Je sais qu'ils n'ont pas trop non plus le soutien de leurs compagnons, parce qu'il y a tout âge, il y en a qui sont mariés, il y en a qui ont des enfants, et ils n'ont pas, de ce que j'ai compris, il y en a qui n'ont pas trop le soutien de leurs compagnons ou de leur famille, qui leur disent qu'il faut qu'ils arrêtent, parce que c'est trop compliqué pour eux. Oui, dans ma classe, si je pouvais donner une autre raison, parce qu'elle est réelle, hein, quand même, c'est vrai, c'est que dans ma classe, je crois, depuis le début de l'année, il y a 5 ou 6 filles du coup, qui sont tombées enceintes du coup, dans ma classe, donc qui deviennent mamans pendant la formation. C'est une vraie raison quand même, parce que du coup, il y en a qui ne pourront pas assister du coup, à la fin de la formation. Il y a ça aussi. Et après, sinon, le reste, c'est, dès le début, ça leur a pas plu. Déjà, premier stage, premier temps employeur, ça leur a pas plu, donc ils sont partis, quoi. Puis, le fait aussi vu qu'on passe les blocs, les examens petit à petit, il y en a aussi du coup, mais qui passent pas le bloc, du coup, mais qui arrêtent, qui sont démotivés, il y a ça aussi qui joue. Je sais pas comment ça va se passer pour la fin de l'année, mais on verra bien. D'accord. Après, il y a les personnes qui ont leur diplôme et qui décident de faire kiné. Il y en a beaucoup, de plus en plus, qui passent à autre chose. Voilà. Alors moi, je suis arrivée dans la profession il y a quelques années. Alors, j'avais démarré, je vais en parler, tiens, de mon parcours. J'ai fait une école de commerce et c'était pas encore, j'avais pas encore mûri mon projet professionnel. Et un jour, j'étais faire un stage comme mademoiselle dans une clinique. Et puis, j'ai rencontré une personne, c'était une infirmière, qui m'a prise en binôme pour faire ce stage. J'ai travaillé en réanimation. Et les soins m'ont vraiment plu dès la première fois, enfin, dès ce premier stage. Et là, je me suis inscrite et j'ai passé mon diplôme. Je suis devenue aide-soignante et après infirmière. Et j'ai adoré ce métier parce que je travaillais dans l'urgence, en réanimation. Et c'est vrai que, comme monsieur le disait tout à l'heure, on était mal payé, on est toujours un peu mal payé, hein, de toute façon. Et c'est vrai que parfois on se retrouvait seul, voilà, sur certaines structures. Et malheureusement, j'étais obligée de changer de métier par rapport à des problèmes de santé au niveau de mon dos. Et la médecine du travail m'a dit non, vous ne pouvez plus exercer. Donc, je n'ai pas voulu passer un diplôme de cadre. Hein, on me l'a proposé. Je suis repartie faire des études et j'ai fait un master dans un autre domaine. Mais c'est vrai que j'ai adoré ce métier. Pour moi, c'était vraiment une vocation. Le soin, c'était important, d'accompagner les gens. Et je regrette aujourd'hui de ne pas continuer, ça c'est certain. Merci en tout cas de votre témoignage. Et encore un autre regard. Alors, on a dit, les gens qui abandonnent, difficultés, mais en même temps, l'énorme plaisir de ce métier. Souvent, on dit aujourd'hui, les nouvelles générations ont un rapport au travail un petit peu différent. Leurs motivations peuvent être, donc pas leur vocation, mais leurs motivations peuvent être différentes. Voilà, il y a tous ces éléments. Comment vous deux, vous voyez cela, Cindy et Carole? Comment est-ce que... Alors, Cindy, vous êtes très jeune, donc quasiment de la même génération que les nouvelles générations, mais ça va très vite, les générations. C'est comme les smartphones, quoi. On change de version quand même très très vite. Donc est-ce que vous êtes d'accord avec ce constat ou pas spécialement? Est-ce que vous trouvez que les plus jeunes
ont un rapport différent au travail? Et est-ce que du coup, il faut aussi adapter, je dirais, l'offre de travail par rapport à cela? Ou est-ce que vous pensez que ce n'est pas si important que ça? En fait, votre question, c'est comment les jeunes voient le travail. Ouais. Ou comment vous voyez les jeunes voir le travail? Voilà. Ouais. Bah, non, je sais pas, parce qu'après, il y en a qui sont très motivés par le métier d'aide-soignante, très jeunes. Hein, comme Maëlle qui a 15 ans, il y en a qui sont persuadés de vouloir être soignants, alors que d'autres, enfin moi la première à 15 ans, je ne voulais surtout pas faire ce métier-là. Déjà, je savais même pas ce que c'était un aide-soignant. Pour moi, il y avait que des infirmiers et des infirmières. Voilà, parce que des fois, ça reste un peu flou aussi le métier d'aide-soignant. Maintenant, non, je n'ai pas vraiment d'avis sur les jeunes et le travail. Non. Pour vous, c'est pas un sujet majeur. Alors, non, je vais aller vers Carole, qui a peut-être vers plus de recul, donc on va voir. Oui. Carole, est-ce que c'est une question, est-ce que c'est une fausse question, ou est-ce qu'il y a quelque chose qui se passe avec les générations plus jeunes? Je dirais que maintenant, elles ont plus l'opportunité d'aller où elles veulent, puisqu'il y a plus de demandes qu'auparavant. Ça fait qu'elles ont plus le choix. Et voilà, c'est tout ce que... Par rapport, un fait, oui, voilà. Je pense qu'elles ont, quand même elles savent qu'il y a beaucoup de demandes et peu de place, et ça leur laisse libre choix d'aller où elles veulent. Voilà. D'accord. Il y a parfois des moments où c'est difficile, parce que voilà, quand une personne se présente et qu'elle vous dit qu'elle vient le lendemain et que vous l'attendez toujours, voilà. C'est de plus en plus vers ça qu'on va. Je critique pas la jeunesse, vous avez le choix, vous faites ce que vous voulez, tout ça et tout. Mais c'est vrai que quand on est en poste et que on attend des personnes et qu'elles ne viennent pas, c'est compliqué. Et en 30 ans, je vois que c'est de plus en plus courant. Voilà. Mais je pense que parce que voilà, elles ont la chance d'aller dans divers endroits et elles en profitent. Elles en profitent aussi. D'accord. Voilà. Maëlle, vous évidemment, vous n'êtes pas comme ça, mais avec vos amis, est-ce que quand vous parlez du travail, pour vous c'est quelque chose qui est lourd, ou au contraire quelque chose qui est surtout un désir et une envie? Mon rapport avec le travail? Oui. Franchement, c'est plus une envie. Enfin, en fait, j'ai toujours eu envie de travailler, parce que c'est vrai que les cours, j'ai jamais vraiment aimé ça. Et c'est pour ça que je suis partie dans une formation en alternance, pour pas être tout le temps en cours, et donc avoir la possibilité de rentrer un peu plus dans le monde du travail. D'accord. Tout ça m'intéresse, les jeunes m'intéressent, parce que je travaille sur l'emploi à la mairie. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, par rapport à ton stage, est-ce que ça t'a décidé? Est-ce que tu penses que tu vas faire ce métier, ou prendre une autre voie parallèle? Je réfléchis encore, parce que c'est un peu compliqué de choisir, mais franchement, c'est une voie que je pourrais prendre, oui. C'est vrai qu'on vous demande de plus en plus tôt de faire des choix. Oui. Et moi, j'en suis vraiment... ça m'agace beaucoup, parce que vous avez le temps, normalement. Et je pense que c'est important de bien regarder ce que tu veux faire, voilà, pour ne pas te tromper. Voilà. Alors, cela dit, on peut faire un choix. La vie est longue, voilà. Et d'ailleurs, vous en êtes un exemple. Voilà. Et faire autre chose après. Ou Cindy disait peut-être que demain, elle fera ou infirmière ou totalement autre chose, ainsi de suite. Voilà. Ça fait partie aussi de la vie. Alors, Guillaume, on a entendu beaucoup de choses. Maintenant, c'est à vous de jouer. D'abord, premier élément, qu'est-ce que vous en ressortez? Qu'est-ce qui vous a étonné ou intéressé ou conforté ou mis en colère, que sais-je encore? Je ne pense pas que vous ayez été mis en colère, mais voilà. Je vais me lever parce que... Voilà. Non, c'est ce qu'on entend tous les jours. Au final, c'est la réalité du terrain. Il y a des jeunes qui veulent s'engager, d'autres un peu moins. C'est un métier d'engagement. Donc du coup, quand on n'a pas envie de travailler, on ne travaille pas. C'est logique. Après, c'est un métier qui... Après, je pense qu'on hérite un peu de ces décennies où le salarié n'était pas très écouté, où on ne prenait pas en compte sa valeur, etc. Moi, je suis une génération où j'ai envie qu'on m'écoute dans le travail. J'ai envie que ce soit plus un management participatif, et que
que ce que je dis dans des réunions, dans des briefings, j'ai envie que ce soit écouté, quoi. J'ai envie qu'on ait une oreille attentive sur ce que je pense, etc. Ça apporte la valeur ajoutée à mon expertise. Oui, les aides-soignants ont une expertise qu'il faut reconnaître, et elle se reconnaît au quotidien. Quand on me demande qu'est-ce qu'il faut faire pour les aides-soignants maintenant, il y a tellement de choses qu'on peut faire sans rien dépenser, sans argent, etc. Déjà, s'écouter dans le travail. Parce que combien de fois j'ai fait de briefings en étant en intérim, où on était là pour être là, quoi. Ce qu'on disait, ça n'avait aucune valeur, aucune, quoi. Donc, je pense qu'il faut recentrer le salarié au centre du dispositif, que chacun ait une valeur ajoutée, et c'est valable dans tous les travails, j'imagine. Tout à l'heure, on parlait de compagnonnage. Moi, je pense sincèrement qu'il faut aller vers les soignants du devoir, parce que ça serait une valeur ajoutée plus. Dans quand on voit les compagnons du devoir, ce que ça apporte pour tous les métiers qui existent, que ce soit les ouvriers, etc., ça apporte ce petit truc en plus qui nous manque aussi chez les soignants, et que je pense que ça pourrait apporter, quoi. Voilà. Après, le réel, il est là, hein. Je veux dire, on a tous une vision différente. Moi, je pense plus à l'engagement qu'à la vocation. Chacun pense ce qu'il pense. C'est important de s'écouter et d'entendre qu'il y a différents avis sur la question. Voilà, pas plus. Ben, c'est déjà beaucoup. Je crois que le terme engagement peut faire relativement consensus. Est-ce que alors vous avez parlé de management participatif. C'est déjà une manière, c'est et d'écouter les autres. Est-ce que du coup, ça veut dire aussi qu'il faudrait mieux former les directions? Non, je pense que c'est à tous les niveaux. Je pense que le management participatif peut se mettre en place rapidement, et tout le monde peut il n'y a pas forcément besoin de formation tout le temps. Je sais que moi, cette idée de formation permanente aussi, ça prend pas en compte ce qui se passe sur le terrain. Moi, j'entends beaucoup, j'ai souvent entendu quand les aides-soignants font pas ceci ou cela, il faut une formation, etc. Mais des fois, regardez nos conditions de travail, ça nous permet pas de faire ceci ou cela. Donc, je pense qu'il y a des choses qu'on peut faire sans formation. C'est du bon sens. Enfin, après, c'est mon bon sens. Mais je pense que, voilà, c'est comme dans la vie de tous les jours. Quand on reçoit des amis ou autres, ou des gens qu'on ne connaît pas, on les intègre. On prend en compte ce qu'ils souhaitent. C'est un peu pareil. On est les mêmes personnes dans le travail. On change nos comportements dans la mesure. On ne peut pas être à 100% comme on est dans la vie de tous les jours au travail, mais on reste nous-mêmes, quoi. C'est pour ça que c'est un métier de vérité. C'est pas, si on soigne, c'est pas pour être une autre personne. On dit la vérité dans nos actes. De toute façon, on est jugé que par nos actes dans notre travail. Donc, oui. Ça, c'est à important, la fin, qu'est-ce que vous avez apporté? Et dernière petite question, si vous aviez une proposition, une recommandation sur cette question-là, pour réduire le taux de sortie avant la fin de l'année? Déjà, il y a plusieurs paramètres. Quand on reçoit des élèves dans les services, il y a plein d'élèves qui sont mal reçus. Enfin, je suis désolé, mais bon, moi, ça m'est déjà arrivé quand j'étais en école, en stage. Déjà, ça y fait beaucoup d'être mal reçu et ça démotive vers le travail. Donc déjà, c'est des points déterminants, que ce soit le tutorat, etc. Enfin, je veux dire, même si des personnes n'ont pas envie de le faire, ça va vite se ressentir et les gens vont plus revenir. Donc ça va les dégoûter complètement. Après, pour la formation d'aide-soignants, il y a énormément de choses à faire, dans la mesure où quand il y a des problèmes de financement, je veux dire, les élèves, quand ils font leur formation, ils ne sont pas bien payés. Enfin, les rémunérations sont basses, à part s'il y a des contrats avec tel et tel établissement pour financer la formation. Les frais de déplacement entre le stage et les frais de déplacement ne sont pas payés quand on est élève aide-soignant. Donc voilà, je pense qu'il y a financièrement, il y a quelque chose à faire, et après, surtout, l'encadrement qui soit à la hauteur des enjeux, quoi. Parce que là, on ne s'en rend pas compte, mais dans 10 ans, 20 ans, si on continue comme ça, il va manquer énormément d'aides-soignants. C'est non négative, mais je pense qu'il y a des choses à faire facilement, sans payer, sans avoir à faire de gros efforts, pour qu'on puisse tous avancer. Donc là, aujourd'hui, demain, les personnes qui vont se retrouver dans leur service, si vous avez des élèves ou autres, prenez le temps, quoi. Enfin, je veux dire, c'est la moindre des choses, quoi. Tant pis, on y va. Enfin, parce que demain, il n'y aura personne pour... Là, on le voit chez les aides à domicile.
on voit un manquement de professionnels à venir. On a le téléobjectif, on voit très bien qu'il va manquer du monde, quoi. Donc il manque déjà beaucoup de gens. Il en manquera encore plus. Et comme il y aura encore plus de besoins, évidemment. Exactement. À un moment. Donc vous avez compris, si jamais vous vous retrouvez en situation d'accueil et tout ça, on va vous filer 06 de Cindy et de Carole et vous appeler pour avoir des conseils et ainsi de suite, quoi. Voilà, on va faire une petite structure comme ça de conseils rapides. Alors, justement, habile transition, c'est le moment ou jamais d'intervenir, poser des questions, réagir, comme vous voulez. Moi, j'avais une question tout à l'heure. En fait, quand vous parliez de l'engagement que ça représentait pour vous, les aides-soignantes, d'être tutrice, est-ce que, en fait, je me demandais juste si c'était une de vos compétences en fait de base ou pas. Parce que nous, on est élèves infirmiers. Et en fait, c'est une de nos compétences, la compétence 10. On est censé encadrer nos pairs, on est censé les former sur le terrain. Oui, on a la compétence dans le référentiel aide-soignant. Normalement, après 3 ans d'activité, on peut être tuteur. D'accord. Après 3 ans. Oui, il me semble que c'est après 3 ans. Non, c'est que nous, infirmiers, c'est une compétence acquise dès le début. Il me semble qu'on doit avoir 3 ans d'expérience. Je rebondis juste sur l'engagement que vous disiez aussi. C'est vrai qu'on s'est rendu compte, nous, qu'il y avait pas mal de structures aussi qui obligeaient, entre guillemets, les AS ou les à être encadrants. En fait, c'est ton poste, il est là, il y a l'étudiant, tu encadres. Et c'est vrai que souvent, c'est un frein. Voilà, enfin, effectivement, l'accueil peut se passer un peu moins bien. Et c'est un peu un frein. Alors que quand la personne est volontaire d'elle-même, se sent déjà bien dans ses baskets parce qu'elle a l'expérience ou elle est bien dans le service et qu'elle dit « moi j'ai envie d'encadrer, moi j'ai envie de transmettre, c'est mon truc », effectivement ça se passe tout de suite mieux aussi avec l'étudiant. Je pense que le volontariat, c'est quand même un prérequis. Imposé, je pense que tout le monde n'est pas au même moment open pour aller encadrer quelqu'un. On peut dire non à un moment parce qu'on a des situations de vie personnelle, parce que c'est pas le bon moment dans l'équipe, etc. Et à un autre moment, être tout à fait prêt à le faire et avoir envie de le faire. Mais je pense que l'envie de le faire et la case formation quand même à côté, je pense que c'est indispensable. Déjà la case formation pour prendre un peu de feedback et être un peu en hauteur sur des échanges avec d'autres personnes qui se forment sur d'autres terrains de stage et avoir un peu des éléments autour des notions de pédagogie et d'environnement, de feedback que l'on peut avoir à faire avec une personne que l'on encadre. Donc ça, c'est important d'avoir un minimum de prérequis. Mais après, le volontariat, je pense que c'est quand même une clé. En tout cas, ici, dans l'établissement, c'est plutôt comme ça qu'on le développe pour les soignants. C'est-à-dire qu'on propose aux équipes et on essaie de retenir des personnes qui ont le choix qui ont le choix de faire ou de ne pas faire. Merci, oui, bien sûr. Il y a donc d'abord l'envie, évidemment, puisque vous faites ça en plus. Donc si vous n'avez pas envie, faut... Ensuite, des formes de reconnaissance qui peuvent être pécuniaires, qui peuvent être en termes de formation, et ainsi de suite. Il y a une autre question tout derrière. Oui. Alors, donc je me présente, je suis cadre de santé formateur dans un institut de formation pour les aides-soignants, l'IFAS. Et je voulais préciser que le tutorat, en fait, fait partie de la formation aide-soignante en lien avec le nouveau référentiel de 2021 qui précise bien dans le module 7 qu'ils doivent valider donc une formation sur le tutorat, l'accompagnement. Soit ils ont, dans la validation de ce module, soit ils ont déjà tutoré et accompagné, ils font donc un travail là-dessus, ou alors ils sont en situation d'étudiants formés et accompagnés et tutorés. Voilà, donc ça c'est une exigence du référentiel 2021 sur la nouvelle formation aide-soignante. Voilà, je voulais juste préciser que c'est une obligation dans leur formation. D'accord. Et c'est noté à la fin, il y a un mémoire ou quelque chose. Tout à fait. Bon. Ils ont un travail à fournir justement là-dessus. Yann aura une super bonne note. Parce que c'est évidemment beaucoup lié à la qualité, y compris de la personne qui a tutoré. Voilà, tout à fait. Donc, c'est pour ça que je dis qu'il aura une bonne note, parce que grâce à Cindy. Mais, alors, quand ça se passe mal, remarquez, c'est une autre expérience. Et du coup, on peut aussi avoir une bonne note en racontant pourquoi ça s'est passé mal et comment ça pourrait mieux se passer. Voilà, ils ont un travail de réflexion. D'accord. Voilà, à ce niveau-là. Donc depuis 2021, donc c'est voilà, ça se rajoutait à la formation. En fait, ce module-là n'existait pas avant le nouveau référentiel. Voilà. Donc
la question de la collègue infirmière, on voit Voilà, bien c'était pour répondre. l'évolution des Voilà, réponses. c'était pour Donc vous maintenant, répondre. il faut se réactualiser et maintenant, c'est dans la formation. Peut-être juste pour finir, à vous deux, Carole et Cindy, d'ailleurs, vous l'avez dit vous-même, vous, ça fait 30 ans que vous faites le job, vous êtes très heureuse, voilà, ça vous correspond, ainsi de suite. Il y a des gens qui peuvent, alors ils sont très bien, mais ils ont envie de faire autre chose, et ça peut démarrer à tous les niveaux. C'est quoi les conseils que vous donneriez à des personnes qui sont dans une perspective de développement, de changement professionnel, de progression par des formations et tout ça? Est-ce qu'il y a un conseil que vous donneriez, qui peut être d'ailleurs un conseil que vous donnez à vous-même d'ailleurs? Pour les convaincre d'être aide-soignant, vous voulez dire? Pour après, pour l'évolution professionnelle, que ce soit avant, par exemple, Yann qui était dans la restauration, que ce soit après. Si, par exemple, imaginons qu'Yann, peut-être, d'ailleurs ça s'est fait, vous êtes allé discuter avec Cindy, tiens, je me demande si, Est-ce que, si ça a été le cas, qu'est-ce que vous auriez dit à Yann? Je me demande si je suis capable, je me demande si je peux y aller, et ainsi de suite. Je pense qu'il faut faire une journée en service. Je pense que c'est la meilleure façon de se rendre compte, voilà, une immersion, ouais. Vous savez, c'est intéressant parce que je dirige un master qui forme des directeurs et quand je les reçois, quand ils sont candidats, je dis mais vous êtes déjà allé? Vous avez déjà passé un peu de temps? Alors parfois, bah oui, ma mère, mon père, j'étais avant infirmier, je sais pas quoi. Puis il y a d'autres, non, pas du tout, mais je pense que c'est pour moi. Je dis, allez passer quelques jours, quoi, pour être sûr. Il y en a parfois, je me souviens d'appels en disant non, vous aviez raison, non, parce que bah, c'est trop dur, parce que j'aime pas la maladie, que sais-je encore. Entre grise anatomie et la réalité, il peut y avoir des petits écarts. Voilà. Donc voilà, on n'a plus le même docteur. Pas les mêmes docteurs. Ouais, c'est ça. Ils sont moins beaux. Ça dépend lesquels. Ah. Non, puis on entend beaucoup je suis arrivée là par hasard. Ouais. Ça touche quand même énormément de personnel soignant. Cette phrase, on l'entend énormément. Mais est-ce que la Donc, suite, vous l'entendez aussi? Je ne suis pas resté par hasard. Ou pas? Il y a aussi des gens qui restent. Oui. Écoutez, on va rester sur cette notion de temps. Alors d'ailleurs, on n'a pas trop parlé, c'est intéressant d'ailleurs, parce que souvent on dit il manque du temps, ainsi de suite. Vous n'êtes pas allé tellement là-dedans. Même, on a parlé de prendre du temps, parce que quand vous échangez avec Maëlle, quand vous l'accompagnez, vous prenez du temps. Quand vous êtes avec Yann, vous prenez du temps. Quand même le soir, vous révisez un petit peu pour repérer quelque chose, vous prenez du temps. C'est comme avec les patients. Les patients nous disent énormément et de plus en plus, on sait que vous n'avez pas le temps. Voilà, déjà ça m'énerve d'entendre ça de plus en plus, parce que je leur dis mais si j'ai pas de temps pour vous, en fait c'est pour qui que j'en ai? Du coup je leur dis arrêtez de me dire ça, même des fois j'exige qu'on ne me dise plus ça, et voilà je leur dis si j'ai envie de prendre le temps, je le prends. Voilà, et peu importe si ça déborde. Le temps médical et le temps soignant, c'est une clé. Donc il y a effectivement tous les sujets autour de la qualité des soins et de la traçabilité, mais à nous d'être le plus organisé possible, être le plus rigoureux possible sur la montée en compétences et l'harmonisation des pratiques pour pouvoir justement faciliter tous ces temps administratifs et conserver le maximum de temps auprès des patients. Alors l'enjeu est de taille quand même, ou le défi. C'est pas tous les jours facile, mais c'est quand même, je pense, faisable. La digitalisation, les outils aussi nous y aident. L'informatisation des dossiers patients, tout ça, ça apporte quand même des éléments qui ont rendu plus accessibles ces sujets administratifs. Ou pas. Parce que c'est quand même toujours le sujet et toujours la discussion. Donc la répartition du temps de l'activité, elle dépend aussi de l'organisation du service et des moyens que l'on donne. Donc l'organisation du service, elle passe aussi par le temps médical et donc le projet médical. Qui accueillons-nous dans l'établissement? Quelles sont les pathologies que nous prenons? Et ça change quand même les données. Alors écoutez, on va vous remercier d'avoir pris le temps de venir écouter et débattre. Voilà, c'était aussi du temps et qui est, là encore, pas du temps de perdu, mais au contraire du temps de gagné, parce que ça nous enrichit, ça enrichit tout le monde, et ça a peut-être fait grandir des vocations, y compris de tutorat ou autre, et rien que ça, bah, c'est génial. Puis ça a été aussi l'occasion d'un bon petit cocktail, c'était bon. Donc l'équipe de restauration, vos collègues qui ont pris le temps de préparer tout cela, le temps que l'on a pris, le temps aussi pour venir, pour partir, ainsi de suite, tout ça c'est du temps, mais finalement dans nos sociétés, on n'a jamais eu autant de temps, parce qu'on n'a jamais vécu aussi longtemps. Et je le rappelle,
même si ça peut apparaître un peu contre-intuitif, on n'a jamais si peu travaillé dans une vie qu'aujourd'hui. On vit beaucoup plus longtemps et finalement on travaille globalement, ça dépend des gens, mais entre 20 et 25 ans et bon, vous, quand vous allez arriver à la retraite, ça sera autour de 70, 72. Mais enfin voilà, pas très longtemps non plus. Voilà, vous voyez. Donc il va, voilà. mais il va rester. Vous voyez, mais on a finalement beaucoup moins de temps qu'avant pris par le travail, parce qu'on travaille 7 heures par jour, alors qu'avant c'était 10 heures, 12 heures, 14 heures, 15 heures. Donc voilà, donc faut aussi se dire une manière de remercier ce temps gagné, c'est de prendre le temps. Il y a sans doute quelque chose à faire autour de ça. Et si déjà on arrive un petit peu à réfléchir sur le temps, on aura réfléchi sur le temps, on aura réfléchi sur le compagnonnage, on a réfléchi sur le sens de tous ces métiers. C'est pas mal, hein, en 1h30 de temps. Pas mal. Eh ben, je vous souhaite bon temps. Voilà. Bravo à tous. Vous avez été formidables. Bravo. On les applaudit, ils le méritent. Voilà. Ouais. Voilà, je voulais remercier tout le monde et vous aussi de dire que vous êtes restés du début à la fin, sans doute parce que le sujet vous intéresse un petit peu. Oui, j'ai un peu cette délégation. Donc sur Blagnac, j'ai 3 EHPAD, donc je suis très attentif aux soins et ça me permet aussi d'analyser parfois quand il manque du personnel et de le faire remarquer. Voilà, moi en tout cas, je vous remercie. J'ai passé un très bon moment. Voilà. Merci beaucoup en tout cas. Merci à vous.